Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue pour un nouveau numéro de Zoom sur. Alors aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui fait bouger, qui fait parler, puisque nous allons traiter de l'hyperactivité. Ce trouble neurologique, aussi connu sous le nom de TDAH ou ADHD en anglais, se caractérise par un déficit de l'attention avec ou non hyperactivité. Diagnostiqué plus généralement chez l'enfant scolarisé, il concerne également les adultes, plus de 4% en France, voire 16 à 20% en Israël. Être hyperactif, ça signifie quoi au quotidien ? Est-ce que la Torah peut nous aider à l'appréhender, ou voire même le dominer ? Aujourd'hui, nous allons concentrer le débat sur l'hyperactivité chez l'enfant. C'est pourquoi je suis accompagné du pédiatre francophone, Dr Alain Krieger, ainsi que pour le Rav Avraham Tayeb, que notre public de Torah Box connaît bien, qui est spécialisé dans le Chinour, c'est-à-dire dans l'éducation d'après la Torah. Vous avez été formé par un des pontes aujourd'hui du Chinour d'après la Torah, le Rav Jacobson. Bonjour à tous. Alors messieurs, pour introduire le sujet, comment, docteur, reconnaît-on un enfant qui souffre d'hyperactivité ? Quelle différence a-t-on avec un enfant simplement turbulent ? Alors d'abord, c'est une excellente question. Il faut savoir que l'hyperactivité est quelque chose qui englobe énormément de situations. L'enfant turbulent en fait un tout petit peu partie. Par exemple, quelqu'un qui croise et décroise ses genoux, qui fait tout le temps comme ça, tout le temps sans s'arrêter, on pourrait penser que c'est un enfant hyperactif. Quelqu'un qui parle souvent, trop longtemps, on pourrait également le penser. Mais il y a des conditions. Il faut que ces gestes, ces symptômes durent depuis au moins 6 mois, une période de 6 mois. Il faut qu'ils aient commencé avant l'âge de 12 ans. Et surtout, ce qui est très important, il faut qu'ils soient présents dans 2 situations différentes. Par exemple, à l'école et à la maison. Un enfant qui n'est turbulent, qui a des soucis uniquement à un endroit, il faut se poser la question si ce n'est pas l'endroit qui est la cause du problème et si il ne faut pas essayer de chercher la solution à l'endroit même. Très important également, il faut que les symptômes réduisent la qualité de vie, qu'elle soit professionnelle, scolaire ou familiale. Il faut qu'il n'y ait pas d'autres troubles médicaux, psychiatriques, psychotiques, mentaux, qu'il n'y ait pas des troubles du langage, du calcul. Et surtout, pour les Olim Hadashim, on sait qu'il y a un gros problème d'intégration dû à la langue. Et parfois, on les prend par mégarde pour des enfants hyperactifs, alors tout simplement qu'ils ne comprennent pas ce qu'on leur demande. Qui ont quelques problèmes. Très juste. On est nerveux. Je voudrais juste rajouter un point par rapport aux paroles du docteur Krieger. C'est qu'il faut quand même prendre aussi en considération, la question effectivement est une très bonne question, une question qui est pertinente, faire la distinction entre l'hyperactivité et la turbulence. Et sur la turbulence, je dois rajouter un point, c'est que les critères de turbulence, ils sont peut-être un petit peu déformés aujourd'hui. La raison en est que l'enfant, il a besoin de se dépenser, c'est tout à fait normal. Ça dépend aussi de sa nature, ça dépend aussi de ses tendances. Il faut aussi prendre en considération que la société moderne et les constructions de la société moderne ne favorisent pas du tout l'épanouissement de l'enfant dans ce sens-là. On vit dans des bâtiments, c'est des boîtes de conserve. On a construit des routes, c'est très bien parce que ça nous permet de nous déplacer d'un endroit à un autre. On n'est pas contre le progrès, bien sûr, mais il faut prendre en considération que tout ça, ça fait qu'on est tout le temps sur le dos de l'enfant, on est tout le temps en train de lui dire attention, ne bouge pas, attention, parce qu'en plus, on a des très très beaux meubles, on aime le luxe, on aime les belles choses, d'accord ? Alors, surtout, bouge pas, tu vas te prendre un coup, tu vas abîmer le canapé, il descend en bas, ne cours pas, tu risques d'arriver sur la route parce qu'il y a une voiture qui risque... Donc, il faut quand même prendre ça en considération. Le seul endroit où l'enfant il peut un petit peu se dépenser, c'est vraiment des endroits qui sont prévus à cet effet. Et il n'y en a pas toujours à côté de la maison. À part cela, on demande en permanence à l'enfant de se tenir comme une poupée. Un enfant, c'est pas une poupée. Un enfant, il a besoin de se dépenser. Donc même sur les références qu'on pourrait se fixer par rapport au fait de déterminer qu'un enfant est turbulent ou pas, il faut quand même remettre les choses à leur place. Je ne dis pas qu'on va retourner vivre dans la caverne de Rabbi Shimon Bar Yochai. On doit vivre avec son temps et on peut pas refaire le monde, ça c'est sûr et certain. Mais il faut quand même prendre en considération ce problème. Alors, c'est excellent ce que vous dites, parce que vous dites que l'enfant, quelque part, a besoin de s'exprimer, besoin de s'épanouir. Mais d'un autre côté, si on essaye de faire un parallèle entre l'enfant qui était considéré comme hyperactif, très souvent, il arrive souvent que ces enfants, lorsqu'ils arrivent à l'âge adulte, ce qui était un défaut à l'âge infantile
devient une grande qualité. Vous avez des personnalités qui ont très très bien réussi dans la vie, qui elles souffraient d'hyperactivité. On a par exemple Albert Einstein qui avait lui remporté tous les trophées en étant à la fois et hyperactif et dyslexique et avait des problèmes de dyscalculie. Il avait tous les problèmes, mais néanmoins, c'est quelqu'un qui a très brillamment réussi. Alors, comment est-ce qu'on explique ce décalage entre le problème de l'enfant et la réussite de l'adulte? Il faut faire très attention. Dans la population normale, ces troubles ne sont présents que dans 5% des cas. Il y a aussi un autre souci, c'est que déjà le diagnostic de l'hyperactivité, ce n'est pas quelque chose qui est accepté en tant que tel par tous les scientifiques. Il y en a qui le remettent en question carrément, il y a plusieurs études qui le démontrent, et c'est un des diagnostics les plus controversés en médecine moderne actuellement. Et quelque chose qui est très important, ceux qui sont hyperactifs dans leur jeune âge, d'après certaines études, entre 30 et 65% de ceux-là vont le rester à l'âge adulte. Et donc, il faut faire attention en disant que c'est quelque chose de passager. Einstein hyperactif, dyscalculie, je pense qu'il faut mâcher ces mots, il faut faire relativiser. Donc, il faut surtout se dire qu'aujourd'hui, le diagnostic de l'hyperactivité est quelque chose qui est remis en doute par pas mal de grands scientifiques. On sait que cette pathologie existe, mais certainement pas dans les proportions telles qu'elles sont décrites dans certaines études. Exactement. La distinction entre le problème de l'enfant et la réussite de l'adulte. Écoutez, je pense que, par exemple, quand on parle pour des personnes comme Einstein, par exemple, Dr Krieger confirmera, ou il ne sera pas d'accord avec ce que je vais dire, mais je pense que les problèmes de concentration, les problèmes dans le trouble de la concentration, peut aussi venir du fait tout simplement que l'enfant est un génie. C'est exact. Et il est toujours 2-3 mesures devant le professeur. Donc il s'ennuie. Il s'ennuie, il écoute plus, il ne suit plus. Il y a une controverse, et donc on ne peut pas dire aujourd'hui formellement qu'il y a, bien que par exemple, il y a un ami de mon fils qui est devenu dépendant de Ritalin à l'université et il n'arrive plus à se sevrer. Donc psychologiquement ou il n'arrive pas, physiquement. Il arrête et c'est fini. Il ne peut plus étudier. Donc, okay. Mais c'est un cas, donc on ne peut pas dire, ça existe certainement, mais ce n'est pas quelque chose de... Donc c'est une réponse plus complexe, c'est un ni oui, ni non, mais voilà. on a quelque part de l'abus. Mais je veux dire, une étude sur 1 ou 2 cas, c'est comme les effets secondaires sur des vaccins, quand on a 12 cas de sclérose en plaques sur 3 milliards de doses, on ne peut pas dire que c'est lié à ça. Voilà, c'est le même système. Maintenant, moi je m'adresse au Rav. Alors, vous Rav, pour ou contre la Ritalin, mais surtout, dans l'approche halachique, est-ce que pour raison de facilitation de l'apprentissage, pour raison de calme dans la classe, est-ce qu'on a le droit de prendre des risques tels que le docteur les a cités, céphalée, maux de tête, perte d'appétit, anorexie, voire peut-être troubles cardiaques, voire pire? Est-ce qu'on a le droit de prendre des risques pareils? Alors écoutez, prendre des risques, quelquefois on n'a pas le choix. La question est de savoir, est-ce qu'on a le choix, est-ce qu'on n'a pas le choix? Et là, la réponse sera en fait, est-ce qu'on va bien diagnoser, oui ou non? C'est ça le problème. On a une très lourde responsabilité de donner un diagnostic qui est juste. Si le problème, il est émotionnel, affectif, psychologique, cognitif, et qu'on peut le régler avec un psychologue, on peut le régler avec une thérapie cognitive comportementale, c'est de l'inconscience de donner de la Ritalin. Parce que c'est sûr et certain qu'il y a une accoutumance. Mais pour vous donner un exemple, vous voyez, j'ai ces lunettes. Il y avait ici un véritable problème. Vous voyez, c'est un problème, c'est pas un problème psychologique. D'accord. Donc j'étais obligé de prendre ces lunettes. Si je n'avais pas pris ces lunettes, je n'aurais pas pu étudier. Aujourd'hui, je suis dépendant de mes lunettes. Mais je n'ai pas le choix. Alors si vraiment il y a un problème de fonctionnement neurologique dans le cerveau, il n'y a pas le choix. Il faut bien que l'enfant il étudie, il faut bien que l'enfant il s'épanouisse, il faut bien que l'enfant il puisse se servir de toutes ses capacités, de tous ses potentiels. C'est dommage de laisser un enfant ne pas étudier parce qu'il ne peut pas se concentrer. Mais là où ça va être critique, c'est bien de donner un diagnostic qui est juste. Donc, pour ou contre, pour quand c'est absolument nécessaire, c'est-à-dire quand il y a un véritable problème neurologique, mais complètement contre quand le problème il peut être réglé autrement, parce que là je crée une dépendance qui n'existe pas. Si le problème il est neurologique, je n'ai pas créé une dépendance, la dépendance elle est là. C'est comme quelqu'un qui voit pas bien, bah oui il est dépendant des lunettes, mais j'y peux rien. Mais si maintenant à la base le problème n'était pas neurologique, il était psychologique, et là j'ai donné la Ritalin, alors là j'ai créé une dépendance, et là c'est sûr et certain qu'on est complètement contre. Alors c'est la coutume sur Zoom, je vais vous demander 3 conseils très courts. Alors tout d'abord au pédiatre, 3 conseils de pédiatre pour aider un enfant
hyperactif pour l'aider à se développer? D'abord, je voudrais dire que les parents sont les meilleurs médecins. Les parents doivent apprendre à avoir confiance en eux-mêmes et surtout à bien connaître leurs enfants. Et souvent, s'ils analysent bien leurs enfants, ils arrivent à bien les comprendre, on peut éviter d'arriver chez le médecin pour ce genre de soucis. La deuxième chose, c'est qu'ils doivent pouvoir consacrer plus de temps à leurs enfants. Et il a été démontré, l'étude israélienne en 2016 par le docteur Davidovich a très bien démontré que l'utilisation des écrans, autant par les enfants que par les parents, est une des causes fondamentales de manque de temps, d'attention des parents vis-à-vis des enfants. Je ne parle pas des enfants vis-à-vis des parents, mais des enfants. Et donc, moi, je propose, souvent, quand il y a des troubles de comportement, je parle déjà aux parents qui ont souvent, là où je travaille, il y a à peu près 7 à 8 enfants en moyenne par famille, de consacrer par jour 15 à 20 minutes à chaque enfant séparément pour lui donner sa juste place, sa juste valeur. Et seulement, après le troisième conseil peut-être, c'est d'aller chez un médecin dont ils sont sûrs qu'il ne va pas simplement bâcler le travail, qui va se baser sur des examens bien effectués dans le temps qui lui est imparti et pas en 10-15 minutes, et qui lui donne un médicament sans demander de revenir pour un contrôle. Il faut aller chez un médecin sérieux, qui prenne ça au sérieux, qui fasse un suivi. Et à ce moment-là, je suis, oui, d'accord avec un traitement dans les cas où c'est nécessaire, et ça représente à peu près, d'après moi, 2 à 4, 5% des cas maximum. Maintenant, les 3 conseils du spécialiste du Khinour. 3 conseils. Inscrivez vos enfants à un rogue de sport. Foot, karaté, pourquoi pas, les arts martiaux. Ça leur apprend à se maîtriser, à avoir du contrôle s'ils ont un bon maître. Deuxième conseil, démultiplier les démonstrations d'amour et d'affection, parce que la plupart du temps, les problèmes ils sont affectifs. Donc en démontrant l'affection et l'amour à l'enfant, je ne dis pas l'aimer, parce que tous les parents aiment leurs enfants, mais démontrer cet amour, c'est que l'enfant se sente aimé. Et troisième conseil que je pourrais donner, encourager les enfants. Leur donner la considération. Et comment vous allez vous encourager? Vous allez me dire, mais on ne peut pas les encourager. Écoutez, à l'école, c'est une catastrophe. Sur quoi j'ai encouragé? Encouragez l'effort. N'encouragez pas les résultats. Et là, si il y a vraiment on voit qu'il n'y a pas de, on voit que ça n'aide pas. Alors peut-être que effectivement, il faudra aller voir un neurologue pour voir s'il y a véritablement un problème neurologique. Messieurs, merci. On aura compris qu'il y a ici un réel débat et un sujet qu'il faut traiter sur ce trouble qui concerne beaucoup de familles en France, comme en Israël, qu'il faudra l'aborder avec beaucoup de sérieux. Docteur Krieger, merci pour votre participation. On rappelle que vous exercez en tant que pédiatre à Yerushalayim, que vous êtes aussi praticien à l'hôpital Shaare Zedek. Rav Taïeb, merci beaucoup. Je rappelle au public qu'il peut vous retrouver aussi bien sur Torah Box, pour Halakha Time, pour vos conseils sur le Khinour et pour tous les shurim que vous nous donnez. Merci encore à tous. Kol Tov Lachem. Merci à vous. Et nous nous retrouvons très vite et très bientôt pour un nouveau numéro de Zoom sur.